Je vais vous parler des web extensions, mais pas tout à fait en fait, parce que ça va être plutôt axé sur la transition d'une extension web vers les web extensions, parce que c'est quelque chose que j'ai pas trop fait, les web extensions, un peu, mais on en parlera un peu à la fin, vite fait, pour voir un peu les différentes API qui sont présentes et comment on peut faire les transitions vers ces extensions. Donc, donc moi je m'appelle Alexis Honnet, je suis développeur à Prototypo. On est une société qui fait des fonds en ligne, globalement. Et, sur mon temps libre, je fais un peu de Unity et beaucoup de JavaScript. Donc je vais d'abord rappeler le contexte en fait de pourquoi j'ai fait cette transition, pourquoi j'ai fait ce travail en fait, vers les web extensions. C'est d'abord à partir d'une extension qui s'appelle Ecophone ou Échauffement, ça dépend comment les gens l'appellent. C'est une simple extension Twitter pour Firefox qui permet de suivre ses tweets. C'est tout simple. On a les mentions, les messages privés, on peut retrouver ses listes, on a la recherche. On a un peu toutes les fonctionnalités qu'on peut retrouver dans un client Twitter. Donc c'est sorti il y a plusieurs années, je pense dans les années 2008-2009. Et, euh, l'avantage qu'avait ce client par rapport à Twitter.com, c'est de rajouter plein de fonctionnalités qui n'étaient pas présentes à l'époque. Maintenant, Twitter les a rajoutées, mais il y avait par exemple le retweet, mais avec le commentaire. Actuellement, ça se fait en citant un lien. Donc, on tape son tweet, on met le lien, ou directement sur Twitter, c'est automatiquement fait. Mais à l'époque, c'était plutôt on copiait-collait le tweet, on mettait RT en majuscule, deux points, et on écrivait un commentaire devant et on envoyait ça. Donc ça on pouvait le faire automatiquement. Il y avait aussi des intégrations avec TweetPic, qui maintenant est mort, mais plein d'intégrations avec différents clients d'images, de la minification d'URL aussi automatique. C'est un truc qu'il n'y avait pas aussi sur Twitter à l'époque. Et donc c'était très pratique, mais du coup j'ai continué de l'utiliser parce que c'est pratique, on voit directement les tweets qui apparaissent dans une sidebar dans le navigateur. Sauf que le problème, c'est qu'en 2012, la société a dit bon, on arrête de la faire parce que ça ne nous rapporte pas beaucoup d'argent et on va plutôt se concentrer sur nos applications iPhone, iPad, Android et Mac. Et ils ont complètement coupé l'extension Firefox et le client Windows qui était un dérivé de l'extension Firefox. Et aussi, comme on peut le voir ici, en fait, ils ont dit que l'extension continuera de fonctionner jusqu'à ce que Twitter passe en API 1.1 qui finira le support en fait. Ça ne marchait complètement plus après à la fin. Sauf que comme c'est du JavaScript, et c'est une technologie qui s'appelle du Zool, qui est la technologie socle de Firefox, euh, on peut facilement retrouver l'extension dans les fichiers de profil de Firefox. Et plusieurs personnes par-ci par-là ont commencé à faire des fixes pour corriger les petits bugs qui pouvaient apparaître quand Firefox était mis à jour, parce qu'il y avait des API qui changeaient, et du coup, forcément, ça pouvait faire des bugs graphiques ou simplement des problèmes de tweets qui s'affichent plus, ou ce genre de choses. Et donc, certaines personnes ont fait des fixes, les ont publiés sur internet, c'était un peu fouillis. Je commençais à les chercher pour avoir toujours mon extension propre qui marche bien. Et, et en même temps, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bidouiller, à me dire mais le problème c'est que si elle est plus supportée, il faut quand même la faire évoluer, il faut rajouter des fonctionnalités, ce genre de choses. Donc j'ai commencé à regarder le code, mais c'était vraiment assez obscur comme technologie. En plus, je connaissais que JavaScript, Zool pour moi c'était juste du XML un peu bizarre. Et donc j'ai pris les fixes, je les ai rajoutés, j'ai commencé à vouloir changer les clés d'API Twitter en fait. Parce que je me suis dit, être sur les clés d'API des JFront, pas forcément, enfin si un jour ils révoquent les clés, ça marche plus. Donc j'ai fait ce changement et j'en ai fait un blog post d'ailleurs. Et puis un jour il y a quelqu'un qui a dit, bon c'est bien d'aller chercher des fixes un peu partout, mais si on en faisait un vrai projet, quoi. Si on le mettait sur GitHub et puis les gens venaient et rajoutaient leurs feeds. Donc c'est un développeur web de Nantes qui s'appelle Antoine Turmel
qui a juste mis ça sur son compte GitHub, et puis il a pris la base des fixes qui avaient été déjà faits, et on a commencé à contribuer à son projet, à rajouter nos petits fixes. Donc dans les fixes, je peux citer la signature d'extension. En fait, Firefox a introduit a forcé les extensions à être signées en passant par leur plateforme. Du coup, là, on est obligé de la signer et de la distribuer après via GitHub. Après, les gens, ils ont juste à cliquer dessus, ça l'installe tout seul, c'est sans problème. Et puis aussi, les extended tweets, qui sont un problème dont je vais parler un peu plus en détail. Donc, Twitter, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques mois, peut-être quelques années, non, je pense que c'est plus des mois, a changé sa façon dont on comptait les caractères sur Twitter. Donc, au départ, c'était plutôt, vous avez les mentions, vous avez le texte et les URL, les médias, tout ça. Tout ça, il faut que ça tienne dans 140 caractères. Sauf que ils ont dit, bon, maintenant on va faire plutôt une façon différente. On va dire que toutes les mentions qui sont une réponse à quelqu'un, on les compte pas et on les met avant. Et maintenant, elles sont même plus affichées. Et la dernière metadata, la dernière image, en général, ça peut être soit une ou plusieurs images, on les compte pas non plus, et on laisse la personne écrire son tweet dans le reste. Donc c'était très bien, sauf que le problème c'est que pour pas casser les clients Twitter, ils ont dit on va faire plutôt une extension de notre API pour, pour pas casser les clients Twitter. Et donc ce qui s'est passé, c'est des choses comme ça. Donc, on voit un tweet, en fait ça c'est exactement le même tweet, et on avait le tweet de la personne qui était tronqué à un moment avec juste 3 petits points de rajouter et un lien vers ce tweet. Et du coup, c'est un peu bizarre à chaque fois de voir des tweets passer où il y a des 3 petits points et il n'y a pas le message en entier, et on n'a même pas l'image. Et donc, c'est un travail que j'ai fait d'aller modifier l'extension pour pouvoir la rendre compatible avec cette nouvelle API. Et donc, on peut voir dans le deuxième exemple, quand ça a été corrigé, que on retrouve bien l'image, parce que vu qu'elle n'est pas dans les 140 caractères, elle n'est pas ajoutée dans l'API, dans la réponse d'API. Et alors que là, tout va bien et on retrouve bien le lien, l'image, tout ce qu'il faut. Donc, sinon, je me suis posé la question toujours de savoir si l'extension servait vraiment à quelque chose, si les gens l'utilisaient. Est-ce qu'au final, ça ne servirait pas plutôt d'utiliser le client twitter.com? Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens pour qui ça manquait. En fait, là, par exemple, on a un compte Twitter en français, mais on a aussi des messages en anglais qui disent c'était super et tout. Et même du japonais, ça c'était un message pour dire il y a une nouvelle version qui est sortie sur GitHub. Donc là, en espagnol, encore un message en anglais, et puis quelqu'un qui remercie fortement avec des smileys qui pleurent. Et donc là, le problème qui est apparu, c'est en 2015, Mozilla, ils ont dit on arrête les extensions Zool. C'est fini, c'est un vieux modèle, un vieux truc, il va falloir passer à autre chose. Donc c'est un petit peu pas très rassurant. Sauf qu'on s'est dit, on va réécrire l'application. Sauf que c'est du Zool, et du coup, le Zool, c'est un truc un peu bizarre, dont on comprend pas trop les choses, et du coup, c'est super compliqué, c'est un peu comme tomber sur un projet jQuery maintenant. Du coup, je vais faire un petit rappel de tout ce qui s'est passé dans les extensions Firefox. C'est un peu long en fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de décisions un peu prises comme ça en fonction de Chrome et en fonction de ce que les gens voulaient. Donc, au tout début, c'est-à-dire avant Firefox 4, donc, qui a été vraiment une version majeure, on avait ce qu'on appelle les extensions overlay. C'était juste des extensions en Zool, donc ça c'est du XBL, ça c'est du Zool, et enfin un binding entre les deux, je vais vous en parler plus tard. Et ces extensions-là étaient juste chargées au démarrage du navigateur, et ça fonctionnait comme ça, et on était obligé de redémarrer le navigateur pour installer une nouvelle extension. C'est pour ça qu'ils se sont dit, après Firefox 4, ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose d'un peu plus performant. Je ne sais pas si c'est lié au fait que
Chrome, peut-être à ce moment-là, commençait déjà les extensions qui étaient beaucoup plus simples en HTML, dynamique. Et donc ils ont dit, maintenant on va reprendre le même principe que les overlays, mais il faut que vous définissiez dynamiquement vos, vos interfaces. Avant c'était un fichier overlay Zool qui était chargé directement au démarrage du navigateur. Et maintenant on a des fonctions startup, shutdown, install, uninstall, tout ça, qui nous permettent de charger les différents éléments de l'application. Donc aussi, il y a des choses qui ont changé en disant ouais, on va essayer de cadrer un peu plus les extensions parce que c'était vraiment ouvert à tout. On pouvait aller modifier la page, on pouvait aller modifier le navigateur. C'était vraiment, enfin, on pouvait faire n'importe quoi avec la page de l'utilisateur. Du coup, on n'avait pas l'habitude de mettre, enfin c'est le cas pour l'échauffement, d'empaqueter tous les assets et les scripts dans un fichier jar, qui est juste un zip, et pour que ça puisse être chargé en un seul morceau. Et puis aussi les ressources, le protocole ressources qui servait justement à charger ces assets dynamiquement, qui parfois injectait du contenu dans la page, ce qui permettait à des sites de savoir quelle extension l'utilisateur utilisait. Donc, grâce à ça, avec ces extensions Bootstrap, j'ai pas dit le nom, mais je suis tombé sur un exemple de Firebug, qui est un dev tool pour Firefox, enfin qui était, puisqu'ils ont mergé avec Firefox maintenant. Et donc je suis tombé sur cet exemple-là et je me suis dit, c'est assez marrant parce que c'est des fonctions imbriquées qui créent des éléments pour justement le côté dynamique, en passant des attributs, les attributs HTML, enfin pas HTML mais Zool, c'est pratiquement la même chose. Et je me suis dit, c'est marrant, ça ressemble un peu à quelque chose. Si on mettait ça dans une fonction, on appelait overlay, parce que c'était le nom de la variable, ça ressemble quand même beaucoup à un composant de React. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent React. Juste si on rajoute la syntaxe JSX, ça saute beaucoup plus aux yeux. Pour donner l'historique, Ouais, ça fait avant Downplay. Ça ressemblait beaucoup à React. Et en fait, pour avoir discuté avec l'auteur de l'extension, la transition était relativement très simple pour aller de Downplate à React quand il a construit Firebug Next, qui ensuite a été intégré directement dans le site. Voilà, on discute plus avant. ouais, c'est intéressant. Après, je découvre en même temps aussi enfin, j'ai fait ce travail un peu de recherche parce que c'était vraiment du fouiller dans les docs et tout pour savoir un peu comment ça marchait. Et donc ouais, j'étais tombé sur cet exemple de Firebug. Je trouvais ça assez marrant et je vais revenir d'ailleurs sur le côté un peu proche de React avec Zool tout à l'heure, puisqu'il y a vraiment d'autres éléments qui m'ont sauté aux yeux et qui je trouve vraiment assez similaires. Donc pour continuer, ensuite il y a eu le add-on SDK et l'outil qui s'appelle Jetpack. Et du coup, c'était encore une autre façon de faire des extensions. Là, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, on va faire un peu comme Chrome, on va améliorer ça, on va rajouter Require, comme ça va être beaucoup plus simple de charger les différentes API du navigateur. On va rajouter des permissions pour pas qu'on fasse n'importe quoi. On va faire un outil pour builder. Donc, avant, c'était un outil en Python qui s'appelait CFX. Ensuite, il y a eu Jetpack, c'était juste un outil qu'on installait avec NPM, un peu plus simple. Et puis le principe de background et content script, qui permet donc, en gros, un background script, c'est quelque chose qui va tourner dans qui va tourner de façon, enfin, qui va tourner tout le temps, euh, et qui va permettre d'aller chercher des données ou ce genre de choses. Et le content script, c'est plutôt quelque chose qu'on va injecter dans la page pour aller la modifier si jamais l'utilisateur a autorisé tel ou tel domaine. Et c'est quelque chose, enfin, toutes les API qui ont été introduites avec l'ADN SDK, on peut en retrouver beaucoup dans les web extensions. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont proches, même si l'utilisation n'est pas forcément la même. Et du coup, finalement, les web extensions. Donc, on s'est dit, si on avait tous la même API, ce serait mieux. Donc après, je ne sais pas exactement si c'est plutôt, on va copier Chrome et pour que les gens puissent transitionner plus les extensions Chrome vers Firefox, ou si c'est vraiment plutôt, on va tous faire la même chose et on en parle ensemble.
L'avantage des web extensions, c'est que c'est cross-browser, donc là il y a Chrome, Firefox, et puis après il y a d'autres navigateurs comme Opera, il y a Edge aussi, il me semble. Et puis on va en reparler un petit peu à la fin. Il y a un outil aussi en ligne de commande qui s'appelle WebEx. Maintenant on va plutôt parler de la réécriture avec React. Et là je vais vous parler d'un... Enfin je vais surtout m'inspirer beaucoup d'une conférence de Ryan Florence à React Europe 2015 qui s'appelait Don't Rewrite React et qui, c'est la méthodologie, si on peut dire, que j'ai appliquée pour réécrire l'extension. C'est quelque chose qui m'a assez marqué comme présentation, même si ça paraît tout simple. Je vous conseille de la regarder. En gros, ce qu'on a, c'est si on a une application, donc on peut imaginer un site web avec différents modules, et qu'on se dit, on utilise une technologie un peu ancienne, un peu vieille, il faudrait peut-être qu'on change vers quelque chose de nouveau, quelque chose de à la mode comme React, comme Vue, comme Angular 2. Et, et du coup, si on a cette application qui est très vieille et très lourde, et qu'on se dit on va en réécrire toute une partie, mais qu'on se dit c'est quand même compliqué de réécrire toute une partie, parce que ça prend du temps, tout ça. On va en réécrire un module entier, et on va commencer à développer avec React. Donc ce que Ryan Florence dit, c'est que quand on fait cette façon de faire, en gros, on va se dire ce module-là, je le réécris. Et toutes ces fonctionnalités qui sont là, elles n'existent plus le temps de la réécriture. Parce qu'on est en train de réécrire ça. Donc s'il y a des bugs qui arrivent dans ces différents éléments, ou des demandes de features, des choses comme ça par une équipe produit, on ne peut pas le faire, puisqu'on est obligé soit d'aller le réécrire dans le vieux code, soit de se dépêcher de finir ce code-là tout nouveau pour pouvoir le faire. Et donc ce qu'il dit, c'est que ça peut créer de la frustration, les gens peuvent être un peu sceptiques vis-à-vis des nouvelles technologies en disant ouais mais ça prend tellement de temps à réécrire ton truc, pourquoi vaudrait mieux pas garder comme on était avant, ça marchait mieux. Et en gros ce qu'il dit lui c'est pourquoi on ferait pas plutôt le contraire, on commencerait pas par les toutes petites parties et on remonte l'arbre, comme ça il n'y a plus aucun problème. Donc là, par exemple on peut réécrire ça. Ensuite, on réécrit ce petit morceau-là, et à chaque fois ça marche. C'est le principe, c'est qu'à chaque fois on a réécrit ces toutes petites parties, donc ça peut être un formulaire, ça peut être un bouton, ça peut être un tout petit truc, et on réécrit, et même s'il y a des bugs ou des features qui sont demandées, on peut les réécrire dans le vieux code ou dans le nouveau code, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, on peut faire un peu n'importe où, et à ce moment-là, on remonte l'arbre, et par la nature de composition qu'on a de React ou de Vue ou d'Angular, on peut remonter l'arbre pour faire un rendu général. Donc je vais montrer après du code pour que ce soit un peu plus visuel. Mais du coup, on peut remonter comme ça. Et après, c'est bon, on a notre application qui est réécrite entièrement avec la technologie qu'on voulait. Je sais pas, tu peux... Ouais, ok. Donc du coup, je me suis dit, bien, je vais utiliser React avec Zool, ça ressemble vachement à HTML, ça devrait marcher. Et donc, je me suis dit, bon, comme c'est petit, on va pas mettre des gros outils de compilation et tout qu'il y a besoin. On va juste mettre un React compilé dedans et ça va bien marcher comme ça. Donc, on rajoute React et React DOM dans le fichier principal Zool, qui est un peu comme un index HTML au final, et on commence à réécrire. Mais pour ça, il faut avoir une toute petite partie, un tout petit truc à réécrire pour pouvoir le faire. Et quoi de mieux que le tweet en lui-même. Dans le tweet en lui-même, c'est la chose la plus dynamique de l'application actuellement. Euh, il y avait forcément une fonction qui s'occupait d'aller créer un élément et puis de rajouter des trucs différents à notre élément. Donc l'avatar, le nom de la personne, le texte, les métadatas, tout ça. Donc du coup, on a notre fonction qui crée. Donc là, je vais simplifier pour vous montrer. Donc c'est juste une fonction createWithCell. Elle va créer un élément. Donc, comme en HTML, hein, on fait un createElement, le nom de l'élément, et puis ça nous donne un élément. Après, on fait plein de trucs dedans pour améliorer notre élément, et on retourne, tout simplement.
on va prendre cette petite partie. Donc le nom et le handle, enfin le username, tout ça. De la même façon, cet élément donc en rouge s'appelle le name node. Enfin, c'était comme ça que ça s'appelle. Donc c'est un élément description, un élément valide en Zoom. Et on a deux fonctions qui créent des encore texte. C'est un autre nom pour lien. Et ce lien, il est créé d'une certaine façon. À chaque fois, on l'ajoute dans notre node, qui sera ensuite ajouté à l'élément principal. Donc on va commencer par ça, et on va réécrire encore texte. Donc ça, c'est juste un composant React. Enfin, je l'ai fait en fonctionnel parce que c'est encore plus facile à comprendre qu'une classe. Et on a nos différentes props, et on crée un élément React que l'on renvoie, tout simplement. Donc avec toujours cette notion de children pour passer des éléments en forme qui seront du texte ou d'autres éléments, d'autres liens. Maintenant, on les utilise. Donc pour ça, comme je le rappelle, j'avais pas mis d'outils de compilation ni rien, donc j'ai pas fait de. Enfin, je l'ai fait que bien plus tard, j'ai pas fait de JSX, c'est-à-dire d'HTML directement, enfin, pas vraiment du HTML, mais la syntaxe HTML directement dans le code. Je l'ai fait plutôt directement en fonction. Donc on fait un React Create Element de nos composants avec les différentes props, exactement comme on pouvait le faire avant. Hein, on voit par exemple en JavaScript, donc c'est une template string, donc, ce qui permet de mettre un arrobase et puis d'insérer le nom de la personne directement. Donc ça va créer nos deux liens. Et du coup, maintenant, on retrouve nos deux liens qu'on vient de créer, et on fait directement un render de React dans le name node. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on dit à React, va t'attacher sur cet élément, et fais ce que tu as besoin pour que ça s'affiche et que ça marche. Après, je précise ici, ça peut peut-être paraître un peu bizarre, c'est que je crée un élément box un peu temporaire, juste parce qu'on a deux éléments, et React ne peut pas faire un rendu de deux éléments côte à côte. Il est obligé de s'attacher et de rendre qu'un seul élément. Et donc comme ça, là, on a déjà React qui fonctionne dans l'application. Après, on continue. Donc on fait ça pour tous les petits éléments de notre tweet. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, on fait des renders de tous ces éléments, mais que notre élément principal, il a plus besoin de, il n'y a plus d'appel qui se fait dessus. Comme ces éléments sont tous rendus par React, on peut remonter d'un cran, c'est-à-dire faire un rendu directement dans l'élément parent. C'est peut-être un peu compliqué, j'ai un peu du mal à expliquer ça, mais c'est vraiment le côté où, comme on fait un rendu de tous ces éléments-là, faire un rendu dans l'élément parent, au final, même si, ça ne peut pas écraser d'autres éléments qui auraient été ajoutés par un autre script. Et donc on continue comme ça, et on peut remonter jusqu'à réécrire toute l'application. Maintenant, on va parler d'un peu de XBL. En gros, quand j'ai commencé à réécrire ce tweet, au début c'était bien parce que c'était juste des éléments qui étaient créés tout simplement. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y avait ces trucs-là, ces bindings, et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? En gros, c'est un élément sur lequel on va venir attacher des éléments préconstruits. Comment expliquer ça? Par exemple, vous avez un formulaire, et dans votre formulaire, vous avez un message d'erreur de base. Ce message d'erreur, ça peut être un message d'erreur en rouge. Ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est balise qui concerne l'affichage en rouge de ce message d'erreur vont être automatiquement créés. Et on va binder ça sur le formulaire. Donc quand on va créer un formulaire et qu'on va lui ajouter un message d'erreur, automatiquement le message il sera mis en rouge puisqu'il sera dans le bon élément qui le met en rouge. Donc, ce qui est assez étrange aussi, c'est que du coup, on retrouve aussi un système de handler. Donc, on met directement du JavaScript dans ces éléments pour qu'on puisse avoir tout ce qui est clic de souris, survol à la souris, au clavier aussi. Et
Et dans l'implémentation, ça va être des fonctions qui vont être directement attachées au nœud, en fait, tout simplement, comme si on faisait un point quelque chose égale une fonction sur notre élément. Donc là, c'est un exemple du message, enfin du tweet et des métadatas du tweet qui sont dans un content de XBF. Et ce qui se passe, c'est que là, on peut se rendre compte que, si on regarde bien, il y a des éléments qui s'appellent des éléments children, qui sont en fait les éléments enfin les endroits où vont être placés les éléments à chaque fois qu'on va ajouter. Donc en HTML par exemple, je prends une div qui contient plein d'enfants. On lui fait append child un span, elle va directement se placer à la fin de la div sans se préoccuper de tous les autres éléments. Alors que là, quand on fait un append child, ça va aller se mettre directement à l'endroit où on a dit qu'on voulait les placer. Et plus fort encore, quand on précise un include, il va vérifier le tag de l'élément et il va aller placer l'élément qui correspond au tag à l'endroit. Donc en gros, sur notre tweet, on a un élément tweet par an qui contient plein de trucs. On va lui dire, bah, mon texte, tu fais un append child, il va le mettre directement là. Et on va avoir un élément Ecophone status tagline et il va aller le placer directement là quand on va faire un append child. Et ça aussi, c'est vraiment proche de React parce que le côté children où on place directement les éléments qu'on passe en enfant, enfin, j'ai trouvé vraiment les similarités entre les deux. Et donc, la suite, après, une fois qu'on a commencé à tout réécrire en Zool, c'est d'utiliser HTML. Donc là, c'est pas quelque chose que j'ai encore fait, que je compte faire bientôt. C'est de pouvoir faire des rendus directement. On réécrit nos composants, parce qu'on a fait des composants indépendants. Et à ce moment-là, on n'a plus qu'à juste les changer en HTML, puisque comme Zool va être supprimé de Firefox, l'idéal, ce serait de ne pas l'utiliser. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai pu faire sur l'extension. Mais il reste quand même des problèmes qu'on va devoir gérer. C'est que dans l'application, il y a des binaires, c'est-à-dire que quand on se connecte à Twitter, il faut générer une signature pour l'API. Et pour ça, il faut une clé d'API, comme j'en avais parlé tout à l'heure. Sauf que cette clé d'API, elle est dans un binaire qui se charge de générer la signature. Donc soit on décompile le binaire et on récupère la clé, et on trouve un autre moyen de le faire avec Web Extension, mais ça, j'ai pas encore trouvé de moyen de le faire pour protéger une clé d'API. Soit on la récupère à partir d'un serveur, mais là, il faudrait gérer quelque chose, et c'est pas quelque chose qu'on a prévu de faire. Ou alors, on dit carrément à l'utilisateur, mets ta propre clé d'API. Mais ça restreint aussi les utilisateurs de l'application, parce que c'est pas n'importe qui va générer des clés d'API. Sinon, à partir de version 57, donc, qui arrive en novembre, il n'y a que les web extensions qui seront supportées. Donc autant dire que c'est un peu chaud. Et puis Twitter a annoncé des changements d'API. Ils ont dit ouais, on a fait un nouveau truc pour les messages privés. Il faudrait l'utiliser avant octobre. Parce qu'après sinon ça casse. Donc peut-être qu'il y aura d'autres changements d'API encore qui arriveront et ce sera un problème. Mais pour le moment, on est un peu confiant. Donc maintenant, je vais parler un peu des web extensions, donc assez rapidement. Je suis désolé si les gens voulaient absolument entendre parler de toutes les API qu'on peut trouver dans les web extensions. Mais j'ai fait une petite sélection de tout ce qui me paraît sympa, utile, et puis j'ai souligné les trucs qui pourraient être utiles dans le cadre de Ecophone. Donc on retrouve vraiment tous les trucs qu'on a dans Chrome, du stockage de données pour les préférences, ouvrir, fermer des onglets pour l'utilisateur, les thèmes des navigateurs, gérer ses téléchargements, ses favoris, les outils DevTools. J'ai découvert ça aujourd'hui, une gestion d'O2 directement intégrée dans le navigateur, ce qui est quand même, je pense, assez bien pratique. Manque de bol, Twitter, c'est O1. Et surtout, ce qui peut être intéressant d'ici novembre, c'est d'utiliser les embedded web extensions. En gros, c'est sur les vieilles extensions, on va mettre
on va créer un dossier web extension qui va contenir une partie minimale de notre application. Ça permet de faire des transitions plus douces et, puis construire petit à petit un peu la manière qu'on l'a fait avec React, que la web extension puisse reprendre le contrôle par-dessus une fois qu'on aura tout écrit. Après, il y a toujours des petits trucs qui peuvent être problématiques. L'extension principale ne veut pas directement envoyer des messages à la web extension, sauf par le biais d'une connexion. C'est des trucs un peu ça pose des problèmes, mais en même temps, c'est fait pour le multi-process de Firefox, qui du coup va faire tourner les extensions dans un thread différent de ce qu'on peut. Un thread différent du contenu du navigateur et de d'autres éléments. Et donc, juste un petit exemple, c'est par exemple si on veut faire la transition des préférences. Donc, avec une extension overlay, on tapait directement dans les préférences de Firefox et on allait mettre nos préférences à nous. Avec les web extensions, maintenant, on va plutôt utiliser du storage, c'est un peu un équivalent du local storage, il me semble. Et ce qu'on peut faire, c'est la web extension va envoyer un message en disant est-ce que je peux avoir les préférences de l'utilisateur. Donc, c'est un script de migration en somme. L'extension, la vieille extension va lui dire voilà, j'ai été chercher dans les préférences, les voilà, maintenant tu peux les stocker. Du coup, la web extension fait c'est bon, maintenant je les ai stockés, on n'a plus besoin des préférences et on n'en aura plus jamais besoin puisque tout fonctionne avec web extension. Pour Chrome, c'est facile, vous avez juste sur un petit lien regarder ce qui ne va pas dans les API, mais en général, c'est vraiment compatible. Vous lancez votre extension, et puis si ça marche, il n'y a plus qu'à la déposer sur le site de Mozilla. D'ailleurs, il y a une extension qui m'a été recommandée sur le Slack Debian.js qui permet de faire directement, d'aller sur le Chrome Store et on installe les extensions directement sans problème. Ça, c'est super pratique, je l'ai testé l'autre jour avec une extension d'Instagram et c'était nickel. Ça marche très bien, on peut même l'installer temporairement et si et on peut l'installer directement, temporairement ou de façon pérenne. Ça signe directement l'extension pour soi. Donc ça c'est super, ça permet d'avoir directement tout le Chrome Web Store à disposition pour celles qui marchent bien évidemment. Et en dernier message, dernière petite citation, c'est Firefox Nightly a été vachement plus a été bien amélioré et niveau performance, niveau DevTools, il y a vraiment beaucoup de choses et je vous encourage à réessayer pour ceux qui l'avaient abandonné. Et c'est quand même une pente de CSS qui a dit ça hier, donc voilà. Je vous remercie. Puis si vous voulez contribuer à l'extension, c'est